Cet après-midi, oui, je vous raconte une bande dessinée parue pour la première fois à la fin des années 80, dans laquelle un terrible épisode de l'histoire est décrit sous les traits de crayon de son auteur, qui avec des chats et des souris relate le destin de ses parents ressortis vivants de l'enfer d'Auschwitz, ou la véritable histoire de Maus, la BD d'Art Spiegelman. Quelle place cette œuvre majeure a-t-elle dans la construction de la mémoire de la Shoah ? Quelle est la valeur historique d'un témoignage dessiné ? Pourquoi la publication de Maus marque-t-elle une étape dans l'histoire de la bande dessinée ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. La première image, malheureusement familière, donne le ton. Elle est celle de la svastika noire, la fameuse croix gammée dont le Troisième Reich avait fait son emblème. Elle ressort sur un rond blanc inscrit dans un cercle rouge. L'ensemble compose le tristement célèbre drapeau nazi, mais on distingue aussi au premier plan une silhouette en surimpression, un visage plutôt celui d'un homme qu'on reconnaîtrait entre mille avec sa mèche noire soigneusement lissée sur un côté du front et sa moustache en brosse à dents. C'est Adolf Hitler bien sûr, mais un Adolf Hitler un peu différent. Et pour cause, ce n'est pas le visage du Führer à bien y regarder, mais celui d'un chat qui lui ressemble à s'y méprendre, avec ses longues moustaches sur le côté et son regard froid. Cette image d'Adolf Hitler en matou cruel, c'est la couverture de Maus d'Art Spiegelman. Maus, cela veut dire souris en allemand, et le titre du livre résume à lui seul son principe artistique. Dans ce long récit, Art Spiegelman raconte l'histoire de ses parents, un couple de juifs polonais que la Seconde Guerre mondiale a jeté dans la mécanique génocidaire mise en place par le Troisième Reich. Mais ce qui fait l'originalité de l'œuvre, ce n'est pas tant le témoignage de Vladek, le père de Art Spiegelman, que le choix de représenter tous les protagonistes avec des visages d'animaux. Dans Maus, les juifs ont des corps humains mais des têtes de souris. Les nazis, eux, ont des visages de chats. Et chacun sait que les chats poursuivent les souris. Édité pour la première fois sous forme de recueil en 1986, après avoir été publié en plusieurs épisodes au tout début des années 80 dans Raw, un magazine de bande dessinée américain, Maus est l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de la bande dessinée, l'une des œuvres les plus célèbres jamais publiées sur le génocide. Le père de Art Spiegelman et le principal narrateur de Maus est mort en 1982, mais son témoignage mis en image par son fils prend là une nouvelle importance aujourd'hui. À l'heure où les derniers survivants des camps d'extermination se font rares, Maus repose une question qui se posait déjà au moment de sa parution. Comment raconter l'histoire de la Shoah à des générations qui n'en ont été ni les victimes, ni les témoins ? Comment décrire ce qui est à peine pensable ? Comment imprimer dans la mémoire collective ce crime inouï qui se solda par la mort de 6 millions de Juifs ? La réponse est peut-être là, dans cette œuvre inclassable et profonde, honnête et dure, dont je vous raconte l'histoire cet après-midi. Lorsque Art Spiegelman voit le jour, au travers des comics, l'adolescent découvre à la fois l'envers du rêve américain et l'ironie, le sarcasme et donc la parodie. Il s'initie aussi à tout un langage graphique nouveau et séduisant. L'effet est d'autant plus profond que le garçon perçoit mal les perspectives. Dans son monde en 2 dimensions, chaque case de BD semble particulièrement nette. Son handicap aurait pu contrarier ses premières tentatives de griffonnage, mais Art s'entraîne sans relâche à respecter les lois de la perspective. Lorsque ses parents découvrent que ce goût pour le dessin n'est pas qu'une passade, il s'affole un peu. Dessinateur, c'est pas le métier dont rêve le couple, qui verrait plutôt son fils médecin, et pourquoi pas dentiste. Pour convaincre Artie, son père trouve même un argument massue. Après tout, à Auschwitz, les dentistes étaient considérés comme des docteurs. L'argument est étrange, il tombe surtout à plat. À 12 ou 13 ans, Art Spiegelman ne sait pas encore ce que fut Auschwitz. Il est d'ailleurs à peine conscient que ses parents sont juifs et qu'ils ont émigré aux États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas dans sa petite rue du Bronx que Spiegelman peut véritablement prendre conscience de cette judéité, même si quelques autres gamins d'émigrés, des Irlandais catholiques, le poursuivent en l'accusant d'avoir tué le Christ. Quant à Auschwitz, personne n'en parle.
L'Holocauste est pourtant récent. Le Bronx compte bien d'autres rescapés des camps que les parents d'Artie, mais rares sont ceux qui parlent de ce qui s'est passé en Europe. Personne ne parle encore de ce qu'on nommera l'Holocauste ou la Shoah. Quand on évoque cette période, on parle seulement de la guerre, des camps par simple bribes. Ce qui domine, c'est le silence et même une étrange forme de honte. Dans le quartier, la mère de Art Spiegelman n'est pas la seule à cacher sous un bracelet le matricule tatoué sur son bras en chiffres violets. Quand elle évoque les camps devant son fils, c'est presque par hasard, au détour d'une conversation. Quant à son père, c'est bien simple, il n'en parle jamais. Plus Art Spiegelman grandit, plus les liens se distendent avec sa famille, avec son père surtout, qui ne comprend pas les tendances hippies d'Artie et qui part dans des colères noires que son fils ne comprend pas toujours. Et pour cause. Quand Vladek lui reproche d'acheter une Volkswagen, personne ne lui a expliqué que la marque a été fondée par le régime nazi à une époque où Hitler se faisait fort de permettre à chaque Allemand d'avoir sa propre voiture. Mais le fantôme d'Auschwitz est toujours là. En 1968, Art Spiegelman a 20 ans et a déjà commencé à publier ses premiers dessins dans la presse underground lorsque sa mère Anja se suicide, débute en 1943. Cette année-là, les nazis décident de déplacer les juifs du ghetto de Sosnowiec vers le petit village de Zdodrula. Vladek et Anja, qui sentent que quelque chose de terrible se prépare, confient leur premier enfant, Richieu, à une tante qui paraît plus en sécurité. De cachette en cachette, le couple échappe un temps à la Gestapo avant de chercher à franchir la frontière avec la Hongrie. Mais le piège se referme. Anja et Vladek sont arrêtés dans le train par la Gestapo, puis séparés au triage à leur arrivée à Auschwitz. Le second tome de Maus, publié en 1991, raconte la fin de l'histoire des Spiegelman, déplacés d'Auschwitz à Dachau par les nazis pour échapper à l'avancée des Alliés. Chose rare, les deux mariés survivent à l'extermination, mais ce n'est qu'après la libération du camp qu'ils découvrent que ce miracle se paye par une souffrance insoutenable. Richieu, leur premier fils, est mort, tué par sa tante qui a préféré l'empoisonner avant de se suicider, plutôt que de connaître la déportation. Pour Art Spiegelman, Richieu reste à jamais ce frère inconnu à qui le premier tome de Maus est d'ailleurs dédié. Dans le récit qu'il tire du témoignage de son père, Art multiplie les va-et-vient entre le passé et son présent. Sont très simples aussi entre la chronologie des horreurs que Vladek lui décrit assis dans son fauteuil et le dialogue entre son père et lui en 1972 et ensuite. Et ce père qui n'a longtemps rien dit ne cache plus rien, il raconte tout. Les privations, la violence, les tortures, les brimades et surtout cette haine nazie pour des juifs qu'ils veulent exterminer. Il décrit le travail forcé jusqu'à la mort, les coups, les humiliations, la faim, la maladie, la crasse, la promiscuité, le tri des déportés, les tatouages, les chambres à gaz et les exécutions, les fosses communes à ciel ouvert, la fumée épaisse et obscure qui s'échappe des crématoires. Il raconte ce sentiment de déshumanisation qui frappe les déportés et qui les tue lentement avant qu'ils ne meurent. À chaque page tournée, on repense à cette réponse odieuse d'un gardien d'Auschwitz à un autre rescapé, Primo Levi, qui lui demandait tout simplement pourquoi. Ist kein Warum. Ici, il n'y a pas de pourquoi. Mais ce que découvre aussi Art Spiegelman et son lecteur avec lui, c'est que la violence ne fait pas ressortir que le meilleur de la nature humaine, mais aussi le pire. Vladek raconte les vols, les dénonciations, les petits arrangements avec les capots pour survivre, les bagarres pour un quignon de pain moisi, pour un sabot ou une couverture. Il raconte aussi ce soulagement affreux de voir que c'est un autre que soi qui va mourir, cette habitude de la mort qui vire à l'indifférence. C'est toute l'horreur de Maus. Aucun survivant n'est sorti intact d'une expérience qui les a changés à jamais. Vladek Spiegelman n'est pas un survivant idéal, noble et pur. Il a sa propre part d'ombre et Art ne recule pas quand il s'agit de montrer le racisme de son père, persuadé que chaque Américain noir est un voleur ou un criminel. Il ne se défile pas non plus quand il s'agit de dire ce qui lui paraît impensable. Au fil du récit, Art découvre qu'après la mort de sa femme, son père a brûlé les carnets d'Anja, des carnets dans lesquels elle racontait ses propres souvenirs d'Auschwitz, comme s'il avait fallu effacer la mémoire d'un crime dont Vladek et Anja avaient pourtant été victimes. Avec Maus, leur fils fait exactement le contraire.
Avec une puissance et une intelligence rares, il témoigne de cette mémoire oubliée dans ce qui reste aujourd'hui comme l'une des plus célèbres œuvres de l'histoire de la bande dessinée et l'une des plus fortes aussi. Qui permet de montrer ce que le cinéma n'a presque jamais su faire sans tomber dans le voyeurisme. Insupportable, la réalité sordide et brutale des camps peut enfin être représentée par la force de cette projection. Comme on ne montre pas des visages humains, mais des chats et des souris, on peut accepter de regarder en face la réalité insoutenable d'Auschwitz, ou plutôt dans l'œuvre de Mauschwitz. Là encore d'ailleurs, Spiegelman n'est pas le premier. En 1942 déjà, le militant juif allemand Horst Rosenthal avait repris le personnage de Mickey pour évoquer le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale depuis le camp de Gurs en France. Dessiné sous le manteau, son travail n'évoque pourtant pas la solution finale de manière aussi directe que Maus. Derrière les souris, les chats et les cochons de Spiegelman, l'horreur concentrationnaire et génocidaire des camps est exposée sans limite, avec une liberté qu'une représentation plus réaliste n'aurait sans doute pas permise. Maus est certes une œuvre destinée au grand public, mais elle est extrêmement documentée et souvent exigeante. Pour citer Spiegelman, j'ai voulu faire une BD qu'on lit avec un marque-page, pas assis dans les toilettes. Le résultat est là. Des milliers de lecteurs qui auraient peut-être reculé devant une œuvre d'un autre style se sont plongés dans l'implacable récit de ce que fut l'immense logistique nazie, construite pour donner la mort à l'échelle industrielle. Beaucoup ont depuis commenté les choix de Spiegelman. Les Polonais lui ont toujours reproché d'avoir choisi de les représenter sous forme de porcs, en soulignant qu'eux aussi ont été des victimes du nazisme. Mais Spiegelman a répondu qu'il avait représenté de cette manière non pas tous les Polonais, mais uniquement ceux qui se sont associés aux nazis. Le choix des souris pour représenter les Juifs, quant à lui, ne fait que reprendre la propagande antisémite nazie, et pas seulement nazie d'ailleurs. À la fin des années 30, l'antisémitisme brode partout et depuis de longues années sur le thème des rongeurs et des parasites, en associant justement les Juifs à des rongeurs. Choisir des chats pour incarner les nazis répond évidemment à une certaine logique, comme celui des chiens pour incarner les soldats américains. Les chats poursuivent les souris et les chiens poursuivent les chats. L'animalité s'arrête au visage d'ailleurs. Leur apparence mise à part, tous les personnages de Spiegelman se comportent comme des êtres humains et l'humour perce d'ailleurs parfois, même s'il est noir. Lorsque Anja et Vladek se cachent dans une cave, les deux souris tremblent à l'idée de croiser des rats. Au-delà du succès de l'œuvre en elle-même, Maus a eu le mérite de donner à la bande dessinée et aux comics une crédibilité critique nouvelle, surtout sur le marché américain. Dominée par les productions de Marvel ou de DC Comics, la bande dessinée est toujours considérée par beaucoup comme un art mineur. La sortie de Maus, qui est à peu près contemporaine de celle de Watchmen d'Alan Moore et Dark Knight Returns de Frank Miller, Maus donne en quelque sorte un tout nouveau crédit au 9e art. Certains s'en sortent en trichant un peu pour décrire des œuvres comme Maus. On commence alors à parler de graphic novel, de romans graphiques et pas de comics ou de bandes dessinées. Art Spiegelman est le premier à s'en agacer d'ailleurs. Dans une interview au journal Le Monde, il insistait sur le fait qu'il avait toujours fait de la bande dessinée et pas du roman graphique, un terme qu'il trouve à la fois marketing et faux. On a voulu mélanger la bande dessinée à quelque chose de respectable comme le roman, mais le roman n'a pas toujours été respectable. Je ne suis pas l'auteur d'un roman graphique qui traite de l'Holocauste, je suis un auteur de bande dessinée. Et celle-là, de bande dessinée, a changé, sans qu'il le veuille, sa destinée. Lorsqu'il s'est lancé dans la publication de Maus à la fin des années 80, Art Spiegelman était déjà une figure de la bande dessinée américaine. Aujourd'hui, à 76 ans, le dessinateur croule sous les honneurs. Maus reste la seule bande dessinée jamais récompensée par un prix Pulitzer et son travail a également été salué en France où il a reçu le Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2011. Son œuvre, qui s'étend sur bientôt 60 ans, n'a pas cessé de faire bouger les lignes, y compris après Maus. Touche à tout, Art Spiegelman sourit de 250 kilos. Pour solde de tout compte, Spiegelman a publié en 2012 Metamaus, une sorte de BD sur sa BD pour dévoiler la manière dont s'est construite son œuvre la plus célèbre. Mais rien n'y fait. D'autant que les fractures de l'Amérique rattrapent le dessinateur qui vit aujourd'hui à Manhattan.
Son opposition féroce à Donald Trump ne lui a pas fait que des amis. Et en 2022, Mouse s'est retrouvé au centre d'une de ces polémiques dont l'Amérique a le secret lorsqu'un établissement scolaire du Tennessee a décidé de bannir la bande dessinée de sa bibliothèque et de ses classes. La direction de l'école reproche à l'œuvre d'employer, je cite, un langage vulgaire et inapproprié et de montrer une jeune femme nue dans l'une des cases. Consterné par cette censure, Art Spiegelman ne s'est pas étendu sur le sujet mais s'est borné à rappeler, avec l'humour noir qu'il caractérise, que l'Holocauste ne s'est jamais caractérisé par sa politesse. Mais c'est sans doute à un autre dessinateur, son ami Neil Gaiman, que revient le dernier mot sur cette censure qui oscille entre le ridicule et le sinistre. Il n'y a qu'un seul type de personne qui voterait pour interdire Mouse, quel que soit le nom qu'elle se donne aujourd'hui. Voilà qui est dit. Europe 1, historiquement vôtre. Pauline Horowitz, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Comment Art Spiegelman a-t-il rendu universelle l'histoire racontée dans Mouse ? Je pense qu'il y a deux grands motifs qui expliquent cela. Déjà de passer par le médium bande dessinée, qui est un médium extrêmement populaire, accessible, et vraiment un médium de communication pour communiquer une histoire, et pour moi qui est analogue au cinéma. D'ailleurs, leur naissance est à peu près concomitante à la fin du 19e siècle. Les historiens sont pas tous d'accord sur qui est le premier, mais en tout cas, il y a quelque chose de passer par un médium où l'enjeu est vraiment de communiquer de la façon la plus efficace, même si j'aime pas du tout ce terme, un récit. Et d'ailleurs, tous les enfants lisent des bandes dessinées, me semble-t-il. Après, quand ils deviennent adultes, ils oublient parfois qu'ils en ont lu et disent « Est-ce qu'il faut commencer par le texte ou le dessin ?» y a ça déjà. Et puis, je pense que c'est le fait de passer par le récit enchâssé, le fait que c'est un dialogue avec son père, en fait. Le fils qui accouche le père de son histoire, qui lui pose des questions et que ce soit représenté dans la bande dessinée. J'ai l'impression que ça produit un effet de médiatisation pour le lecteur qui fait que nous, lecteurs, nous retrouvons un peu dans la position du fils dans Mouse, qui pose des questions, qui écoute, qui reçoit ce récit et qui se demande qu'en faire. Et donc c'est vraiment les deux facteurs pour moi qui expliquent l'adhésion qu'a rencontré Mouse. Pauline Horowitz, dans votre documentaire Récit de l'enfer d'Auschwitz, Mouse d'Art Spiegelman, qui sera diffusé ce soir sur Arte, vous parlez du poids de l'histoire familiale et de sa transmission. Votre propre famille était touchée par l'Holocauste et longtemps on ne vous en a pas parlé. Ce silence, beaucoup de descendants de rescapés l'ont vécu. C'est le cas notamment d'Art Spiegelman. Quel impact la découverte de Mouse a-t-elle eu sur vous et racontez-nous, c'était quand ? J'avais 13 ou 14 ans et je suis vraiment tombée dessus à la bibliothèque municipale parce qu'en fait, Mouse venait d'avoir le prix du meilleur album étranger. Alors pour le deuxième tome, en 92 ou 93 au Festival d'Angoulême. Et la bibliothèque municipale, tout simplement, mettait en avant, achetait les livres, et notamment les bandes dessinées qui avaient été primées à Angoulême. D'autant plus que j'étais dans une petite ville du sud-ouest à 1 heure d'Angoulême. Et je suis tombée dessus. C'est ce que je racontais dans le film. Et donc je l'ai lu vraiment en ayant l'impression de lire un livre pornographique, en tout cas quelque chose qui était interdit. Et l'effet que ça a eu, que je me remette à refaire les cauchemars que j'ai faits, et qu'on est très nombreux, c'est très générationnel je pense, à faire des cauchemars de génocide, et j'en fais régulièrement. Maintenant je suis un peu plus blasée et je me dis, simplement en me réveillant, mince, c'est un peu fatigant. Et donc je l'ai lu et je l'ai refermé en me disant, en espérant oublier en fait au plus vite ce que je venais de lire. Et j'étais tombée à la même époque, quelques années avant, sur Shoah qui avait été diffusé à la télévision. Et je me souviens, c'est l'extrait où Lanzmann filme un SS en caméra cachée. Et pareil, j'avais regardé 20 minutes de ça en étant complètement horrifiée et en me disant après, pourvu que j'arrive à dormir. Enfin voilà, c'est pas très glorieux ce que je vous dis sur mon courage par rapport à cette histoire. Mais votre père, que vous avez l'habitude de filmer, intervient dans le film. Et Mouse, il l'a découvert sur le tard.
comme beaucoup d'enfants de victimes, il souhaitait pas se replonger dans une telle histoire. Comment il l'explique ? Je crois que personne n'a envie de se confronter, d'ailleurs que ce soit la grande ou la petite histoire, enfin des choses qui font mal. Mais lui, il explique dans le film, et il y a plusieurs reprises, il en a tout à fait conscience. Il a beaucoup entendu les récits en fait des rescapés dans sa propre famille quand il était très très jeune, quand il avait 5 ou 6 ans. Ça l'a marqué à vie, il le dit, et surtout ça a conditionné toute son existence. Il s'est juré que lui, on l'attraperait jamais. Et il a choisi d'être médecin et pas dentiste parce que c'était un métier qu'on pouvait exporter, plus qu'avocat d'ailleurs. C'est une blague juive, être médecin ou avocat, mais médecin c'est mieux parce que vous pouvez partir exercer dans un autre pays, alors que le droit n'est pas le même d'un pays à l'autre. Donc il en avait quand même tout à fait conscience de ça, et il a quand même, j'ai appris pendant le tournage, il a quand même été voir Shoah au cinéma à sa sortie. Mais pareil, presque comme moi, quand j'ai lu Maus à 13 ans, il en a parlé à personne. Ni à ses enfants, ni à sa femme, ni à sa mère. Enfin, vraiment, c'était une sorte de savoir. Vraiment, la seule analogie qui me vient à l'esprit, c'est la pornographie. Enfin, en tout cas, quelque chose dont on ne parle pas. Dans le film, vous parlez aussi de votre fils de 13 ans qui découvre à son tour le chef-d'œuvre de Spiegelman, et vous partagez vos craintes concernant le poids de l'histoire de la Shoah pour les descendants de victimes. À ce propos, on va écouter le dessinateur Johann Svar, à qui vous demandez s'il y a un âge pour parler du génocide aux enfants. Je sais pas, j'ai pas de leçon à donner là-dessus parce que je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a une partie de moi qui pense qu'Auschwitz, c'est comme le sexe, il faut répondre quand les enfants posent des questions et pas forcément leur mettre sous le nez quand ils n'ont pas demandé. Mais je sais pas. Vous êtes d'accord avec Johann Svar, Pauline Horowitz ? Complètement. Je suis complètement d'accord avec lui, même si je pense être encore plus... il m'est encore plus difficile de parler de cette histoire aux enfants en général et aux miens en particulier, au sens où j'aurais voulu que, par exemple, mon fils aîné ne pose jamais de questions et ne me demande jamais à lire Maus. C'est complètement... mais je pense que tous les parents, en fait, voudraient épargner leurs enfants de l'horreur du monde, et d'ailleurs que ce soit l'histoire de la destruction des Juifs ou tous les autres génocides, enfin, ou toute l'horreur à laquelle on peut être confronté. Voilà, mais je suis complètement d'accord avec Johann Svar. Pauline Horowitz, dans votre documentaire Récit de l'enfer d'Auschwitz, Maus d'Art Spiegelman, interviennent Annette Wierworka et Etal Brutman, éminents historiens français de la Shoah. Pour eux, quelle est la valeur historique d'une telle œuvre comme Maus ? La valeur de ce type de témoignage est importante pour un chercheur. Elle est capitale. Et tous les historiens ont toujours utilisé les témoignages. Et d'ailleurs, je crois que depuis toujours, l'homme écrit sur ce qu'il est en train de vivre. Si on pense à Pierre de l'Étoile, il y a très longtemps. Et donc les historiens ont toujours utilisé les témoignages. Dans le cas de la destruction des Juifs d'Europe, évidemment, ils sont capitaux, puisque les nazis, en plus de vouloir assassiner tous les Juifs de la Terre, voulaient assassiner les preuves de leurs crimes. Donc vraiment, les témoignages sont extrêmement importants. Et les rescapés, d'ailleurs, ont témoigné dès leur sortie des camps, et aussi pendant les camps, les Sonderkommando. Enfin voilà, ça a été un mouvement très très important. Annette Wierworka est vraiment la grande spécialiste de la mémoire de la Shoah. Pour eux, évidemment, c'est capital. Et la façon dont, à la fois, ce que ces témoignages racontent, la façon dont ils sont écrits, dont ils sont reçus, leur impact sur la société. Voilà, je renvoie au travail d'Annette Wierworka, l'ère du témoin, qui vraiment a fait la synthèse de tout cela. Et Tal Brutman, lui, m'avait dit qu'il n'arrivait plus à lire Maus de façon innocente, qu'il le relit tout le temps et qu'il le fait lire, en fait... pour lui, c'est un document de travail. Vraiment, notamment, par exemple, ce que raconte Vladek sur les chambres à gaz, sur les crématoires, puisqu'il a participé au démontage, en fait, notamment d'un des crématoires à la fin de sa captivité. Pour lui, c'est un vrai document aussi important que, par exemple, les photos de l'album d'Auschwitz. Voilà. Et il m'a dit qu'il a plus du tout, malheureusement, en tant que lecteur de bande dessinée, il ne peut plus le lire comme un lecteur innocent, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'à l'heure où les derniers témoins disparaissent, Annette Wierworka parle de passage de la mémoire vive à la mémoire culturelle. Quelle place Maus a-t-il et aura encore dans la mémoire de la Shoah ?
Je pense celle d'une grande œuvre. Alors, j'essaie de penser qu'est-ce qu'on aurait par rapport aux poilus de la guerre de 14, par exemple, ou aux Indiens d'Amérique, mais en tout cas, comme un très grand livre. Et je vois, par exemple, quand les enfants de la génération de mon fils lisent Maus, ils le lisent presque comme un historien ou comme quelqu'un qui lirait... c'est moins brûlant. C'est une grande œuvre, d'abord un chef-d'œuvre, je pense, de la bande dessinée. Et c'est plus loin dans le temps, en fait, et c'est inévitable. C'est comme ça. En même temps, c'est important de transmettre l'histoire. C'est capital. Je pense à Charlotte Delbo ou Primo Levi, et en même temps, tous les témoignages, enfin, tous les récits historiques, la façon dont ils sont écrits, je dis mis en scène parce que je pense au cinéma, mais il y a toujours une mise en forme d'un récit, qu'on soit historien ou écrivain ou auteur de bande dessinée. Et je pense que c'est ça qui permet que ces récits ne se perdent pas et qu'on les continue à les lire et qu'on les lira encore. Mais on les lit plus de la même façon. Les critiques émises à l'encontre de Maus à sa publication ont posé la gravité du sujet traité, la Shoah, au format utilisé pour le traiter, c'est-à-dire la bande dessinée. Dans quelle mesure Spiegelman a contribué finalement à changer l'image portée sur la bande dessinée ? Alors là, ça a été pour moi l'impact le plus capital. La bande dessinée était considérée comme un genre mineur, enfin d'ailleurs même pas comme un médium, mais comme un genre, comme l'aurait été, je sais pas moi, le cinéma de série Z. Et grâce à Maus, en fait, elle a vraiment reçu ses lettres de noblesse. Ce qui d'ailleurs était parfaitement injuste parce qu'il y a eu des chefs-d'œuvre dès les origines et bien avant. Et ça a aussi ouvert le champ des possibles pour les auteurs de bande dessinée. C'est ce tout cas, ce que m'ont raconté Johann Sfar et Emmanuel Guibert, mais ce sont pas les seuls à le dire. Comment la publication de Maus, je me rappelle que Marjane Satrapi le dit dans une interview, que vraiment, ce qu'il a décidé à faire Persépolis, par exemple, c'est on lui a offert Maus pour son anniversaire. Et là, elle s'est dit, mais on peut raconter des histoires aussi graves en bande dessinée. Et en même temps avec un humour, et je pense à la causticité de Spiegelman qui n'est jamais complaisant avec lui-même ou ses personnages. Donc ça a vraiment ouvert un nouveau terrain. Et du coup, on peut rappeler qu'elle raconte la révolution iranienne. Oui, c'est vrai. Et les drames que vivent les... C'est vrai. Et Marjane Satrapi, quand elle dessine Persépolis, c'est... sa vision d'enfant de la révolution iranienne, ensuite son exil en Europe qui est extrêmement dur. Et elle fait le choix d'un dessin d'ailleurs qui me fait penser à Maus, à la fois le noir et blanc, un trait très stylisé, presque naïf. Et cette stylisation, je pense, participe du fait qu'on puisse justement rentrer dedans, comme le choix de la métaphore zoomorphique dans Maus par exemple, en n'étant pas dans un réalisme, Emmanuel Guibert le dit dans le film. Le réalisme, je pense que c'est à la fois casse-gueule, comme je reprends les termes de Guibert, et ça vous éloigne, en fait. Voilà, il y a cette espèce de... Je pense aux Égyptiens, les hiéroglyphes qui font que, voilà, il y a une sorte de stylisation qui fait qu'on est pris. Justement, à propos de zoomorphisme, à l'apparition de Maus, le choix des animaux pour représenter les hommes a également fait beaucoup parler. Eh bien, on va écouter Art Spiegelman. C'est une idée que j'ai empruntée à mon collaborateur Adolf Hitler. La solution finale consistait à déshumaniser avant d'exterminer. Pour les nazis, c'était des animaux qu'ils tuaient plus que des humains. Les juifs étaient considérés comme de la vermine. La propagande nazie les comparait à des souris ou à des rats. J'ai commencé avec les souris et le chat s'est imposé comme prédateur, comme dans les dessins animés. Il y a beaucoup d'humour et c'est un humour noir. Mais ça a plein de sens. C'est vrai que ça a beaucoup choqué la métaphore animalière, et ça a choqué d'ailleurs aussi les survivants de l'Holocauste. La métaphore animalière, vous le disiez, elle a toujours été là, que ce soit chez Orwell ou même avant Spiegelman. Il ne connaissait pas ce travail. Il y a une BD extraordinaire qui s'appelle La Bête est morte de Calvo, qui paraît d'ailleurs en 1946, donc juste après la guerre, qui raconte la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, la déportation, et Hitler, c'est le grand méchant loup comme dans les dessins animés. Enfin, c'est vraiment le même principe, et dès 1946. Par ailleurs, la déshumanisation et l'animalisation, notamment quand on veut tuer quelqu'un, on le déshumanise. Et ça a été le cas dans tous les génocides, et je pense au Rwanda. Je crois qu'au Rwanda, je suis pas sûre, il faudrait vérifier, il me semble que les Tutsis étaient désignés comme des cafards.
Voilà, donc c'est quelque chose qui revient. Justifie a posteriori le massacre. Voilà, malheureusement c'est très commun. Oui. Pour terminer, Pauline Horowitz, dans votre film, il y a plusieurs archives d'Art Spiegelman qui parlent de son œuvre. Pourquoi avoir utilisé uniquement des archives ? Il n'a pas souhaité vous rencontrer ou il en a assez de parler de son œuvre ? Alors, je lui avais écrit, on avait échangé par mail et il aimait beaucoup le projet. Mais alors malheureusement pour moi, il était déjà engagé à ce moment-là sur un autre film aux États-Unis qui était un très grand portrait qui lui était consacré, pas seulement sur Maus, c'était vraiment sur sa vie, son œuvre. Voilà, et je suis très curieuse de voir ce film parce que c'est un point de vue américain. Et là, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment le point de vue européen par rapport à cette histoire de la Shoah et de la bande dessinée, puisque en fait, les deux pays n'ont pas du tout le même rapport tant à la destruction des Juifs, puisque c'est quand même plus lointain pour un point de vue américain, je pense. Et surtout, la bande dessinée, on n'a pas du tout la même histoire. L'histoire franco-belge est quand même pas la même que celle des comics. Enfin voilà, donc je suis vraiment très très curieuse de ce film dont je pense la sortie est imminente. Mais merci beaucoup Pauline Horowitz de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Maus, la bande dessinée d'Art Spiegelman. Je rappelle que votre film Récit de l'enfer d'Auschwitz, Maus d'Art Spiegelman, sera diffusé ce soir à 22h45 sur Arte et est disponible sur arte.tv. Et puis, la version française de l'intégrale de Maus est toujours disponible en librairie chez Flammarion. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.